Salut l'équipe, je me présente, moi c'est Lovaliste et aujourd'hui on va parler du haka. D'abord, qu'est-ce que le haka? La plupart d'entre vous vont me dire que le haka c'est une danse tribale, guerrière, effectuée par les All Blacks avant chaque match de rugby. Mais son origine a des racines plus profondes, et au-delà de ses dimensions physiques et corporelles, le haka possède une réelle signification. Mais tout d'abord, d'où vient le haka? Eh bien, il provient de Nouvelle-Zélande, et fait plus précisément partie de la culture maori. Pour vous situer, les Maoris sont les premiers êtres humains à avoir mis le pied en Nouvelle-Zélande, et on situe leur arrivée aux alentours des 11e ou 12e siècles après Jésus-Christ. On pense que les Maoris sont les descendants de peuples vivant dans les archipels du Pacifique Sud, comme les îles Tonga ou les îles Samoa par exemple. La culture maori se caractérise par une absence totale d'écriture, et par une tradition profondément orale. Le haka, qui signifie danse en langue maori, est donc un moyen de raconter des légendes, des contes, ou bien de retranscrire l'histoire de la tribu qu'ils pratiquent. Les descendants des Maoris et les Polynésiens en général continuent d'ailleurs de le pratiquer à l'occasion d'enterrements ou de mariages par exemple. Le haka est d'ailleurs devenu un moyen d'affirmation de la culture maori au sein de la société néo-zélandaise. Cela est particulièrement lié à l'histoire de la colonisation de l'archipel, qui a commencé au 19e siècle. En effet, les Maoris font un peuple belliqueux réputé pour sa pugnacité et pour la puissance de ses guerriers, tant et si bien qu'ils étaient craints par les colons britanniques. Cette résistance leur a permis de garder une place importante au sein de la société kiwi, au contraire de la civilisation aborigène en Australie par exemple. Cette conscience de groupe et cette volonté d'affirmation font qu'on peut presque parler de nation maori au sein même de la nation néo-zélandaise. D'ailleurs, le gouvernement néo-zélandais reconnaît le haka comme tradition à part entière du pays. On atteste une mesure de 2002 qui impose l'apprentissage du haka dans toutes les écoles du pays, et ce quelle que soit l'origine des élèves, maori ou non. Mais là vous allez me dire, d'où viennent les liens entre le haka et le rugby? Et bien comme j'ai dit plus tôt, les Maoris ont un attrait particulier pour le combat et tout ce qui est effet physique. Et donc quand les colons britanniques ont apporté ce sport en Nouvelle-Zélande, les Maoris y ont rapidement adhéré. Et comme le haka était fréquemment mis en scène lors des combats entre tribus, il s'est donc rapidement incorporé à ce sport. Le premier haka effectué par une équipe de rugby date de 1888, lors de la tournée non officielle des Natives, une équipe principalement constituée de joueurs maoris et qui était uniquement financée par des fonds privés. Ces joueurs ont alors eu l'idée d'effectuer le haka kamate avant chaque match pour attirer plus de spectateurs, générer plus de recettes et ainsi financer leur tournée. Cependant, le haka deviendra réellement populaire lors d'une autre tournée, celle des Originals de Dave Gallagher en 1905-1906 en Grande-Bretagne. Ce haka, le haka kamate, est encore pratiqué aujourd'hui par les All Blacks, vous le connaissez très bien je pense. Vous vous demandez sûrement ce que signifie ce haka kamate. Eh bien selon les sources, son origine remonte à 1820 et serait l'œuvre d'un chef maori nommé Te Rauparaa, autrement dit l'homme poli. Ne me demandez pas pourquoi. Le chef Te Rauparaa était en guerre avec une tribu ennemie, les Ngati Tufaretoa. Poursuivi par ce clan, il trouva refuge dans un village voisin, dont il persuada le chef de le cacher. Après quelques hésitations, ce dernier accepta finalement de le cacher dans une kumara pit, une fosse où on entreposait les kumaras, une sorte de patate douce du Pacifique. Cette fosse se trouvait sous le plancher d'une maison et Te Rauparaa se cachait dedans. Seulement, les ennemis de notre héros ne tardèrent pas à débarquer et fouillèrent le village. Lorsque ces ennemis débarquèrent dans la maison où était caché notre héros, celui-ci entonna une incantation, Kamate Kamate, qui veut dire je suis mort, je suis mort. Puis, les entendant s'éloigner, il murmura alors Kaora Kaora, je suis en vie, je suis en vie. Voyant qu'il revenait, il remurmura à nouveau Kamate Kamate, puis lorsqu'il partira enfin, il murmura Kaora Kaora. Ensuite, en apercevant les rayons du soleil qui filtraient à travers les lattes de bois de la trappe en dessous de laquelle il était caché, il s'écria alors Tanete Tangata, Puru Uru Nanaiteki Fakafititera. Autrement dit, voici l'homme poilu qui allait chercher le soleil et l'a fait rebriller de nouveau. La fin, Kaupane Upane Fititera, raconte comment, en montant les marches de la fosse dans laquelle il était caché, se sentit revivre de nouveau à chaque marche supplémentaire en voyant la lumière du jour. Cette explication rejoint ce que je vous disais sur la fonction du haka comme vecteur de la culture maori. Notons néanmoins que bien que populaire, le haka se limite quasiment exclusivement aux tournées internationales et est très peu pratiqué en Nouvelle-Zélande dans le cadre du rugby. Il faudra attendre la Coupe du Monde de 1987 en Nouvelle-Zélande pour que le haka soit réalisé systématiquement avant chaque match. Les All Blacks remportant cette première Coupe du Monde, ils vont voir le haka connaître une importante répercussion médiatique. D'ailleurs, il va être adopté par la suite par d'autres sports néo-zélandais comme le basket avec les Tall Blacks ou le softball avec les Black Sox. D'ailleurs, si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que c'est toujours un descendant de Maori qui dirige le rituel. D'ailleurs, petite remarque pour les puristes, le haka n'est pas endémique de Nouvelle-Zélande, et d'autres formes de cette pratique existent dans plusieurs cultures du Pacifique, telles le sibi au Fidji, le sipitao au Tonga ou le sivatao au Samoa par exemple. Et même en Nouvelle-Zélande, il existe une multitude de haka qui sont propres à plusieurs communautés, aux équipes qu'ils pratiquent, etc. j'en passe. Mais cette surexposition, cette surmédiatisation du haka pose cependant plusieurs problèmes. En effet, de plus en plus, ce rituel a tendance à être considéré comme un spectacle et à être banalisé. Ces critiques sont d'autant plus légitimes depuis la polémique du Kapao Pongo en 2005. Je vais vous la faire courte. Il s'agit d'un haka inédit et créé de toutes pièces par les All Blacks pour répondre aux sifflets des supporters sud-africains qui avaient hué un haka
lors d'un précédent match. Et cette nouvelle version avait soulevé de vives protestations dans le monde du rugby, notamment à cause des gestes d'égorgement qu'il présentait. D'autre part, cela pose une question d'authenticité du haka, qui a en parallèle tendance à être perçu et considéré comme un phénomène de mode, avec des flash mobs ou des vidéos largement reliées sur les réseaux sociaux, comme ce bébé qui fait le haka. D'autant plus que de nombreuses marques le reprennent à leur compte, qui sont pas forcément néo-zélandaises, je précise, et beaucoup considèrent que cela remet en cause le côté spirituel de la pratique. D'ailleurs, en ce moment, d'anciens joueurs critiquent le haka, à l'instar de Keys Muse, un ancien pilier des Blacks. Keys affirme qu'à force de pratiquer, le haka perd peu à peu de son mana, autrement dit de son pouvoir spirituel. Il condamne également le fait que le joueur en fasse trop durant le haka, et utilise ce rituel à but de provocation, à base d'égorgement, yeux exorbités, langue tirée à fond et tout le tralala. A l'inverse, Steve Hansen, le sélectionneur actuel des Blacks, défend cette pratique, et il affirme que le haka est un élément très important pour l'équipe, et qu'il est avant tout réalisé dans l'intérêt du groupe. Bon, là-dessus, je vous laisse juger. Enfin, la question de l'inégalité des adversaires des Blacks face au haka revient régulièrement sur le tapis, car en effet, les All Blacks ont le droit de pratiquer le haka en plus de leur hymne, ce qui en soi est une inégalité par rapport à la majorité des équipes. En plus de cela, les adversaires n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 10 mètres du rituel, sous peine de sanction, lui faisant perdre toujours un peu plus de légitimité et de crédibilité finalement. Voilà, ce premier épisode est à présent terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Toutes mes sources sont en description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et n'oublie surtout pas, comme le dit la chanson, chez nous le rugby, c'est une coutume.